Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans notre 265e briefing, qui sera donc l'avant-dernier briefing avant l'été. Voilà, donc briefing du lundi, ça veut dire briefing tourné vers l'international, donc éclairage sur l'actualité en Russie, mais pas que. On va parler un peu des relations à l'international de la Russie, mais aussi probablement, j'imagine, un peu d'Azerbaïdjan et d'autres endroits. Voilà, donc, eh bien, comme c'est international, c'est Igor qui va assumer la plus grosse partie, mais je pense qu'on aura aussi quelques actualités chaudes intérieures à évoquer à la fin. Et Arnaud se fera un plaisir d'en parler. Voilà, donc, ben, sans plus attendre, Igor, que s'est-il passé, notamment on nous avait laissé jeudi sur une interrogation sur le contenu du coup de fil Trump-Poutine qui était en cours à ce moment-là. Qu'en est-il sorti? Est-ce que le week-end a porté conseil? Que s'est-il passé? Merci Président, bonjour à tous. Oui, effectivement, quand nous nous sommes quittés jeudi, il y avait ce coup de fil entre les présidents russes et américains qui débutait ou a débuté peu après. Sixième conversation téléphonique entre les deux présidents qui a duré environ 1 heure. Pour le contexte, donc cet entretien téléphonique se déroule quelques jours après que le Pentagone ait annoncé cette pause que j'avais évoquée dans les livraisons d'armes à l'Ukraine. Elle est intervenue 2 jours après un autre entretien téléphonique que là aussi nous avions évoqué, l'entretien téléphonique entre les présidents Macron et Poutine. Donc une semaine finalement assez riche avec ses contacts téléphoniques. Donc une conversation qui a duré près d'1 heure et au cours de laquelle le président russe a souhaité, avec un tout petit peu d'avance, bonne fête à Donald Trump à l'occasion du 4 juillet, la fête de l'indépendance aux États-Unis. Mais surtout, plusieurs sujets ont été abordés. Évidemment, l'Ukraine, puisque Donald Trump a une nouvelle fois demandé à Vladimir Poutine de faire cesser les hostilités et qu'on trouve rapidement comment dirais-je, une solution pacifique aux affrontements, pour mettre fin aux affrontements. Évidemment, le président russe a expliqué que ce n'était pas possible, que pour mettre fin aux affrontements, il fallait s'attaquer à ce qu'il appelle les causes profondes du conflit. Il y a eu, ceci étant dit, sur ce dossier ukrainien, un nouvel échange de prisonniers le lendemain, le 4 juillet, justement. Alors, à la fois un échange de prisonniers, mais également un échange de blessés, qui étaient des prisonniers aussi, mais qui étaient blessés, un petit peu dans le même état d'esprit que des échanges qui ont eu lieu depuis le deuxième tour de discussion russo-ukrainien à Istanbul. Euh, les préparatifs pour ce troisième tour, d'ailleurs, de discussion entre Russes et Ukrainiens, d'après la diplomatie russe, sont toujours en cours, mais manifestement, le sujet n'a pas été évoqué outre mesure par les présidents russes et américains lors de leur entretien téléphonique la semaine dernière. Donc le président russe a rappelé que les objectifs de ce qu'on appelle l'opération spéciale en Russie seront, comment dire, ne seront pas abandonnés et qu'une fois encore, il faut s'attaquer à ce qu'on appelle les causes profondes du conflit en Russie pour y mettre fin, et qu'on ne peut pas se contenter d'un cessez-le-feu cosmétique, comme cela a été explicité, pour mettre un terme au conflit. Il y a un deuxième thème qui est celui du Moyen-Orient, avec deux sujets, l'Iran et la Syrie. Alors l'Iran, évidemment, en lien avec ce qui s'est passé, la guerre des 12 jours, donc au mois de juin, et le fait que le Kremlin a rappelé la nécessité de résoudre les problèmes par des moyens diplomatiques. Et sur la Syrie, de manière peut-être un peu plus surprenante, mais les deux présidents manifestement ont échangé aussi sur ce sujet. Il faut quand même rappeler que les États-Unis ont toujours 2000 hommes déployés dans l'est de la Syrie, d'une part, et d'autre part, la Russie s'accroche toujours à ses bases syriennes que manifestement elle parvient encore à exploiter, mais avec quand même une certaine turbulence. Et tout ceci sur fond j'allais dire, de retour de la Syrie et surtout de nouvelles autorités syriennes dans le système de fonctionnement international avec une levée des sanctions américaines, levée des sanctions européennes, l'afflux de promesses d'investissement ou des promesses d'investissement de la part des pays du Golfe et de d'autres pays en Syrie. Donc, je vais dire une normalisation, mais toute relative néanmoins, mais une normalisation quand même des relations entre la Syrie et le reste de ses voisins et au-delà. Donc des sujets sur lesquels les deux hommes ont échangé et ils se sont accordés sur le fait que
Là aussi, il faut poursuivre le contact bilatéral, tout comme Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont quittés la semaine dernière au téléphone, manifestement en affirmant leur volonté de poursuivre les contacts à l'avenir. Alors, en revanche, il n'y a pas eu bon, je l'ai dit, il n'a pas été question d'une rencontre entre les deux présidents. Visiblement, M. Ushakov, donc le Sherpa de Vladimir Poutine pour la politique étrangère, expliquait que le sujet n'avait pas été abordé, même si jamais il est évidemment en toile de fond. Et donc, il y a ce projet de rencontre entre les deux hommes, mais pas de date, pas de lieu. Pour l'instant, ça reste très nébuleux. De même que le sujet des suspensions de l'aide militaire américaine à l'Ukraine n'aurait manifestement pas été abordé dans le cours de la conversation. Quand même relever que cette question de la pause et de la suspension de l'aide militaire américaine fait partie des exigences formulées quand même par les Russes. On le rappelle officiellement, de dire vous devez commencer par suspendre les livraisons d'armes à l'Ukraine avant qu'on commence à envisager la possibilité d'un cessez-le-feu. Et donc là, c'est intéressant de voir que les Américains annoncent cette pause la semaine dernière et que 24 ou 48 heures après, les deux présidents, russes et américains, se parlent. Dans l'enchaînement des événements, il y a quand même, j'allais dire, des choses intéressantes à relever. De manière un peu plus anecdotique, encore quoique, les deux hommes ont également convenu, sur proposition de la partie russe, de s'échanger des références de films qui véhiculeraient, selon eux, les valeurs dites traditionnelles, enfin ce que les deux hommes considéraient être les valeurs traditionnelles, donc des films russes où on peut imaginer soviétiques, hein, qui pourraient être envoyés à la partie américaine et vice-versa, les Américains enverraient des films américains qu'ils estiment, comment dirais-je, véhiculant cette notion de valeur traditionnelle. Voilà, des échanges de références filmographiques. On verra bien quels sont les titres qui sortiront, hein. On peut commencer à prendre des paris, mais ce sera intéressant à observer. Alors, le lendemain du coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine, il y a eu un autre coup de fil, cette fois-ci entre le président américain et Volodymyr Zelensky, qui se sont donc parlé. Ça a été là aussi plutôt court, alors plutôt une quarantaine de minutes, plus proche de la quarantaine de minutes que d'une heure. Mais on sait très peu de choses finalement sur le contenu de cette conversation, puisqu'il n'y a pas eu énormément de commentaires, à part des choses très générales. M. Zelensky a expliqué qu'il y a eu une discussion approfondie avec son homologue américain, notamment sur les possibilités en matière de défense antiaérienne. J'en avais parlé la dernière fois, c'était un vrai problème extrêmement urgent pour l'Ukraine. Et d'autre part, M. Zelensky a expliqué que les deux hommes avaient convenu de travailler ensemble pour renforcer la protection de l'espace aérien de l'Ukraine. Là aussi, vous voyez des formulations très vagues, mais rien de concret. Par contre, ce qui est concret, c'est que Bild, le journal allemand Bild, a publié aujourd'hui une liste qui est présentée comme étant une liste secrète ou secrètement préparée par les Ukrainiens pour demander du matériel militaire à l'Allemagne et principalement des systèmes de défense antiaérienne, de nouveaux systèmes de défense antiaérienne et des missiles qui vont pour alimenter ces systèmes de défense antiaérienne et les précédents qui fonctionnent encore en Ukraine, ainsi que d'autres types de matériel militaire. Donc, si vous voulez, si après le coup de fil avec Donald Trump, 3 jours plus tard, on a une liste comme ça qui survient, on peut se demander finalement quel a été le contenu vraiment de ce chapitre sur la défense antiaérienne entre le président américain et le président ukrainien. Donc, au bilan sur cette séquence, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on est au mieux dans une phase plateau entre les Russes et Américains, c'est-à-dire que pour l'instant, ça n'avance plus. On n'est pas dans l'impasse, ça ne recule pas, mais on n'avance plus. Le projet de rencontre bilatérale reste toujours en suspens. Les contacts entre Russes et Américains, pour l'instant, dans cette phase de rétablissement des relations, là aussi, patinent au mieux. Les deux restent un peu sur leur position, enfin surtout les Russes, hein, qui en fait ne bougent pas d'un iota, tandis que Donald Trump, ben, petit à petit, quand on regarde depuis février, a quand même lâché, il a pas mal lâché, il a continué de lâcher pour l'instant avec cette pause. Mais comme on a dit, est-ce que c'est une pause qui va être plus ou moins longue, ou est-ce que ça va reprendre la semaine prochaine, est-ce que ça va pas reprendre? Faudra observer. Mais pour autant, même si le président américain s'est dit déçu par la teneur de son coup de fil avec le président russe la semaine dernière, et même si c'est dit déçu, eh bien, sur le fond, on n'a pas l'impression que ça lui fait changer franchement son fusil d'épaule. Il y a une espèce d'inertie qui s'est installée, où Trump, finalement, bah, reste sur un portage qui est, alors, pour le coup, j'allais dire, américano-américain, c'est-à-dire qu'il continue de considérer que cette guerre est la guerre des démocrates, la guerre de Joe Biden,
qui trouve ses racines à l'époque d'Obama avec Maïdan, donc 2014, et que lui, finalement, au mieux, ça ne l'intéresse pas, qu'il essaie de se dépêtrer, c'est comme ça qu'il le présente hein, de cette situation, mais qui ne veut pas en tout cas en rajouter. Donc pour l'instant, ça n'a pas fait que le président américain a pris de nouveaux paquets de sanctions, ça n'a pas réactivé, après ce coup de fil pourtant présenté comme décevant, les livraisons d'armes à l'Ukraine. Pour l'instant, on voit rien de tel. On a plutôt le sentiment structurellement d'un désengagement comme ça, progressif, avec des phases de déception qui ne font pas que le président américain revient sur un soutien vigoureux à l'Ukraine. Alors, deuxième sujet, c'est le sommet des BRICS à Rio. J'en avais parlé, je l'avais introduit lors du dernier briefing. C'est le 17e sommet des BRICS qui s'est donc tenu le 6 juillet à Rio de Janeiro, au Brésil. Comme je l'avais indiqué, Vladimir Poutine ne s'est évidemment pas rendu au Brésil. Il est intervenu en visioconférence. Il y avait un autre grand absent, M. Xi Jinping, le président chinois. L'annonce avait été faite le mois dernier hein, qu'il ne se rendrait pas au sommet des BRICS. Alors, sommet des BRICS, c'est des BRICS plus, puisqu'il y a les nouveaux, les primos, enfin les nouveaux entrants, hein, les Émirats arabes unis, l'Indonésie, l'Iran, l'Éthiopie, enfin les nouveaux pays qui ont rejoint ce club des BRICS récemment. Alors, que retenir l'intervention du président russe en visio, conférence très rapidement, il s'en est pris au système, l'ancien système unipolaire, en le qualifiant qu'il servait selon lui les intérêts du milliard d'or, c'est comme ça l'expression qu'il a employée, un modèle selon lui de la mondialisation libérale qui est complètement dépassé maintenant, et à la place, il a donc mis en avant toute une série de thèses assez classiques hein, finalement sur le fait que les BRICS se sont établis, cherchent à établir de nouveaux centres de gouvernance mondiale, que leur autorité, leur influence et leur organisation finalement continuent de croître d'année en année, de plus en plus reconnus. Il a également expliqué que les pays du Sud et les pays orientaux donc, qui ne sont pas les pays occidentaux, si vous voulez, euh, partagent, en tout cas, il y a des convergences de vues avec les BRICS et donc potentiellement en vocation à rejoindre à un moment ou à un autre, à moyen ou long terme, cette organisation. Il a rappelé que la part du rouble et des monnaies nationales, d'une manière générale, dans les échanges intra-BRICS était de l'ordre de 90% pour la Russie du commerce réalisé, donc entre la Russie et les pays des BRICS, à 90% en devises nationales. Il a reparlé du projet de bourse aux céréales, hein, qui était mis en avant déjà au sommet de Kazan l'an dernier. Il a également parlé de logistique, de plateforme de logistique des BRICS. Ça, on sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les Russes, la logistique internationale, notamment vers l'Afrique, par exemple, où il y a des gros besoins, et évidemment, avec les sanctions, il y a des problèmes pour la question des assurances, notamment, qui se posent. Et puis, on a eu le festival de statistiques et de métriques habituelles sur les BRICS. Donc, les BRICS pèsent 40% du PIB mondial, représente 46% de la population mondiale. Alors quand on prend le breakdown dans ces statistiques, évidemment, la Russie n'est pas forcément très très haut, hein, puisqu'en général, c'est la Chine et l'Inde qui sont devant. Et donc pour compenser, eh bien, on a eu aussi la statistique sur le fait que les BRICS représentent 30% des terres émergées. Et évidemment, à ce compte-là, sur les terres émergées, la Russie arrive très très haut dans la métrique avec son immense territoire, ses 11 fuseaux horaires. Donc ça permet de compenser par rapport au PIB et à la population. C'est la première fois que je le vois, le coût des terres émergées, je l'avais pas vu avant. Sergei Lavrov également s'est exprimé, alors plus synthétiquement, hein, il avait fait un speech, enfin un discours sur le thème du renforcement de l'ordre mondial multilatéral, des questions financières, économiques et de l'intelligence artificielle, avec notamment un des points que j'ai relevé, qui est celui de la réforme et de la dépolitisation des institutions de Bretton Woods, qui sont, selon le ministre russe des Affaires étrangères, essentielles pour atteindre ces objectifs. C'est important parce que ça, c'est un domaine qui est très sensible pour certains membres des BRICS, puisque certains pays comme l'Inde, par exemple, ne souhaitent pas tout simplement un découplage pur et simple à l'égard des institutions existantes, hein, FMI, Banque mondiale, etc., mais plutôt une réforme de l'intérieur, avec un rééquilibrage des pouvoirs au profit des pays du Sud. Alors d'autres pays, évidemment, ont une approche plus différenciée et souhaitent tout simplement recréer autre chose à côté. Ça peut être l'approche de l'Iran, par exemple, ça a pu être peut-être celle de la Russie à un moment donné, mais constatant qu'il y avait des divergences sur ce diagnostic au sein des BRICS, là on a un discours qui est un peu plus consensuel, on parle de réforme du système de Bretton Woods pour le rendre plus juste et plus inclusif.
Également, un troisième personnage important à suivre, j'en avais parlé, c'est Monsieur Areshkin, l'envoyé spécial, qui est quand même, je le rappelle, depuis novembre dernier, envoyé spécial du président pour la coopération financière et économique avec les pays des BRICS. Donc c'est le Monsieur BRICS, si vous voulez, dans l'administration présidentielle, qui était présent et qui lui aussi a fait toute une série de déclarations assez intéressantes. Donc il a parlé de leadership technologique dans certains secteurs clés, dont l'intelligence artificielle, dont feraient preuve les BRICS et qui se présentent donc comme une alternative aux centres industriels occidentaux. Donc là, c'est plutôt la notion d'alternative plutôt qu'autre chose. Le développement des économies occidentales, selon M. Oreshkin, dépend des pays des BRICS plus que l'inverse. Donc ça, c'est la question des ressources naturelles en réalité qui sont enfouies dans le sous-sol des BRICS, dont auraient besoin les économies occidentales pour continuer de prospérer et de fonctionner. C'est un peu cette vision-là, si vous voulez. Et puis quand on tire plus loin, il y a tout le discours qui peut venir, selon le public, selon les instances, sur le enfin, prétendu néocolonialisme dont feraient preuve les pays occidentaux à l'égard des pays qui disposent de ces ressources spécifiquement en Afrique. Il y a également un point sur le nouveau système de développement global au sein des BRICS qui est né, j'allais dire, au sein des BRICS, qui n'a pas été imposé de l'extérieur. Là aussi, c'est une critique larvée des institutions occidentales se sont imposées aux autres, les autres pays ayant dû adopter ce modèle, quitte à prospérer ensuite grâce à ce modèle. C'était le cas des Chinois. Mais sur la gouvernance mondiale, c'est l'idée de promouvoir, de ce point de vue-là, une plus grande inclusivité. C'est un peu l'idée qu'a voulu faire passer l'ancien ministre de l'économie. Et puis, là encore, la Russie, il a fait la promotion, comment dirais-je, de son pays en disant que la Russie était en mesure de faire face aux sanctions et de procéder à une transformation de son économie. Ça fait un petit peu écho à ce qu'on a pu entendre au Forum de Saint-Pétersbourg et qu'on a longuement analysé dans les séances précédentes. Alors, le communiqué final incontournable, 45 pages, 126 articles, très très long, donc rien à voir avec le communiqué final de l'OTAN d'il y a 15 jours, là, qui tenait en 5 articles et en une page. Très synthétiquement, ce qui est intéressant, il y a toujours condamnation ferme des sanctions, c'est l'article 14. Ça revient depuis des années chez les BRICS. Condamnation de la pratique unilatérale des sanctions. Condamnation des frappes sur l'Iran. Dans l'article 13, un article assez politisé, avec la tonalité quand même très affirmée sur la condamnation des frappes israélo-américaines sur l'Iran. L'Ukraine arrive en article 22, alors dans des formes très rondes, sémantiques très rondes, pour dire que les BRICS rappellent leur position sur le conflit en Ukraine. Ils parlent de conflit et pas d'agression ou d'invasion, quoi que ce soit, évidemment, tel qu'exprimé précédemment. Ils se raccrochent à aux décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies et rappellent les initiatives africaines de la paix d'une part, et le groupe des Amis de la Paix d'autre part. Donc, Initiatives africaines de la paix, c'était porté par l'Union africaine. On en avait parlé il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, ça passe très vite. Et les groupes des Amis de la paix, c'est une initiative chinoise, en fait, qui était mise en avant. Pour arriver à un règlement pacifique durable, point à la ligne. Donc, vraiment quelque chose de très bateau. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est l'article 35 de ce communiqué, dans lequel les BRICS condamnent avec la plus grande fermeté, je cite, les attaques de ponts et d'infrastructures ferroviaires visant délibérément des civils dans les régions de Bryansk, Koursk et Voronezh de la Fédération de Russie, en date du 31 mai, 1er et 5 juin 2025, qui ont fait de nombreuses victimes civiles, y compris des enfants. Fin de citation. Parallèlement à cela, il y a aussi plus loin une condamnation sur l'attaque terroriste dont l'Inde a été victime et qui a donné lieu à l'affrontement entre l'Inde et le Pakistan que l'on connaît. Pour terminer sur ce sujet, je rappelle que la Russie va donc accueillir l'année prochaine la réunion annuelle de la nouvelle banque de développement. C'est la Russie qui va donc être le pays hôte en 2026, avec notamment un sujet qui émerge sur les besoins des compagnies d'assurance pour les compagnies logistiques, j'en parlais tout à l'heure, hein, pour les pays des BRICS face donc aux sanctions occidentales et à leurs concurrents occidentaux, hein, les grandes majors de logistique internationale, hein, Hapag-Lloyd, CMA-CGM, etc., qui sont bien connus. Le prochain pays qui assumera la présidence tournante des BRICS en 2026, ce sera l'Inde. Et une réaction, celle de Donald Trump, qu'on n'a pas pu manquer, qui a expliqué que pour les pays qui s'aligneraient, c'est le terme employé par le président américain avec les BRICS, eh bien, ils auraient droit à un malus de plus 10% sur les tarifs douaniers. Alors la question, vous avez compris, c'est qu'est-ce que ça veut dire s'aligner? Est-ce que ça veut dire alors plus 10% en plus des autres, hein, c'est-à-dire c'est 10% en plus de plus 40, plus 50, plus 60 en fonction du pays
considérer. La question, c'est qu'est-ce qu'il veut dire par aligner? Est-ce que ça veut dire participer à un projet sur l'intelligence artificielle des BRICS? Est-ce que ça veut dire participer au projet de cloud que les BRICS veulent mettre en place? Bon, là, évidemment, il y a plein d'interprétations possibles. Puis un mot sur l'Azerbaïdjan, très brièvement. Donc, d'une manière générale, la situation semble se tasser entre la Russie et l'Azerbaïdjan, premièrement. Les ressortissants russes qui ont été arrêtés à Bakou, dont j'avais parlé la semaine dernière, ont été relâchés, mais si je ne me trompe pas, ils ont interdiction de quitter le territoire azerbaïdjanais, on leur a pris leur passeport, mais ils sont sortis de détention. Pas de nouvelles prises d'otages, pas de nouvelles fermetures de part et d'autre, donc on semble être sur quand même une désescalade. Deuxième élément, c'est le président turc, M. Erdogan, qui a appelé la Russie et l'Azerbaïdjan à la raison. Il les a appelés à garder leur calme, à faire preuve de retenue dans un contexte de tension accrue entre les deux pays. Il explique que la dernière chose que la Turquie veut voir, ce sont des relations tendues entre la Russie et l'Azerbaïdjan. En gros, c'est la substance de son discours. Donc intéressant à relever, parce qu'on sait que la Turquie, c'est quand même a accru son empreinte dans le Caucase du Sud depuis la guerre du Karabakh en 2020 notamment. Et le tout dernier point sur le port d'Astrakhan, puisque ça a intéressé certains de nos auditeurs jeudi dernier, eh bien, Rostec a répondu qu'il n'était pas intéressé par céder son paquet d'actions. Rostec, qui est l'autre possesseur du port propriétaire des actions du port d'Astrakhan avec le propriétaire iranien, qui souhaitait racheter sa part à Rostec, qui aurait conservé un paquet de contrôle quand même de blocage, mais néanmoins, Rostec a dit qu'il n'était pas preneur de la proposition iranienne et qu'il n'allait donc pas vendre ses actions. Voilà, président. Merci beaucoup. Alors, on a quelques questions. Là, justement, on va rebondir directement sur l'Azerbaïdjan. On nous pose cette question. L'Azerbaïdjan est-il très dépendant économiquement de la Russie? Avec ensuite un peu une deuxième question pour le Kremlin et la population russe. La Russie pourrait-elle être impliquée dans un nouveau conflit armé après l'opération militaire spéciale en Ukraine? Alors, je pense qu'on n'en est peut-être pas quand même dans une idée de conflit. Est-ce qu'il y a hormis cette fâcherie diplomatique actuelle, est-ce qu'il y a des sujets qui pourraient conduire à de telles extrémités entre l'Azerbaïdjan et la Russie? Alors, je vais prendre la première question d'abord. L'Azerbaïdjan est plus dépendant pour son commerce de la Russie que de l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une asymétrie commerciale dans la relation, c'est-à-dire que la Russie exporte plus vers l'Azerbaïdjan qu'elle n'importe, ce qui est assez classique dans le commerce extérieur de la Russie, mais qu'on retrouve donc dans le commerce russo-azerbaïdjanais. Premier élément. Deuxième élément, l'Azerbaïdjan apporte beaucoup, alors il exporte du gaz, beaucoup des ressources naturelles qui lui donnent quand même une relative autonomie, mais importe quand même certaines ressources aussi de Russie. Je crois que j'avais vu passer un chiffre dans des médias qui expliquait que, en gros, si la Russie commençait à se livrer à une guerre des sanctions, un peu sur le modèle de ce qui s'était passé, souvenez-vous, entre Russes et Turcs en 2015, il y avait une fâcherie qui avait duré 6-9 mois entre Russes et Turcs, après que les Turcs aient abattu un avion russe en Syrie. Les Russes avaient commencé à prendre des sanctions contre les Turcs sur les tomates, sur des importations, en fait. Qu'ils importent, qu'ils pouvaient faire venir de Turquie, ils avaient décidé de ne plus importer, ce qui avait causé un déficit, enfin, des manques à gagner pour les exportateurs turcs. Et puis au bout du compte, les choses étaient rentrées dans l'ordre. Bon, là, à toute proportion gardée, c'est évidemment pas les mêmes contextes, mais il y a un petit peu cette idée-là. Si les Russes commençaient à taper le commerce et les intérêts azerbaïdjanais en Russie, là, pour le coup, c'est un autre aspect potentiel de sanctions. Je crois qu'il y avait plus d'un milliard ou 1,2 milliard l'équivalent de dollars d'intérêts azerbaïdjanais en Russie. Il n'y a pas l'équivalent d'intérêts russes en Azerbaïdjan. Donc ça, c'est sûr que c'était pas trop à l'avantage de l'Azerbaïdjan de s'aventurer continuer sur cette pente-là. Après, sur le scénario du conflit, non, très franchement, bon, déjà, il faudrait que ce qu'on appelle l'opération spéciale cesse pour envisager autre chose. Mais à mon avis, la priorité, on va dire que les sujets de préoccupation principaux de ce point de vue-là, l'Azerbaïdjan ne devrait pas se retrouver dedans, à mon avis. Si je puis me permettre, il y a quand même, vu de Moscou, quelques dépendances à l'égard de l'Azerbaïdjan. De façon générale, ce qui s'est passé la semaine dernière a surpris les observateurs. Ils y ont vu une forme de, pour paraphraser Staline, d'ivresse du succès chez le président Aliyev après ses victoires contre l'Arménie au Karabakh. Ils y ont vu la confirmation qu'Aliyev se sentait de plus en plus sûr de lui, se voyait son pays comme une puissance régionale émergente et disposant de quelques leviers sur la Russie. Alors,
pouvoir de nuisance, hein, potentiel, avec, on le sait, une diaspora importante, qui, localement, à Voronège et Ekaterinbourg, et c'est dans ces régions-là qu'il y a eu problème et qu'il y a eu expulsion d'ailleurs, arrestation ou expulsion des responsables formels ou informels des diasporas azerbaïdjanaises. C'est aussi l'affaire du corridor nord-sud, hein, le grand projet, enfin l'un des grands projets géoéconomiques porté par la Russie depuis en réalité longtemps, hein. Ça remonte à Primakov, mais ça commence à se traduire par des investissements, des chantiers depuis quelques années seulement, avec des projets justement Astrakhan, des projets portuaires, mais aussi un projet de ligne ferroviaire Russie-Iran via l'Azerbaïdjan. Eh bien, ce projet-là, évidemment, il dépend de la bonne volonté de l'Azerbaïdjan, et l'Azerbaïdjan le sait, que les projets une partie, en tout cas une grande partie de ce projet de corridor nord-sud, eh ben, dépend de l'acceptation par l'Azerbaïdjan voilà, des flux sur son territoire. Alors l'Azerbaïdjan, évidemment, il y a intérêt, mais elle a aussi un pouvoir de blocage, en tout cas partiel. Donc oui, ça reflète probablement aussi la conscience, outre la mauvaise humeur hein, d'Aliyev, ce qui est perçu comme une mauvaise manière, la gestion de la tragédie du 25 décembre dernier, cet avion abattu, on en avait parlé, cette mauvaise tradition russe de nier l'évidence dans ce genre de situation, tout ça a beaucoup irrité. Mais il y a aussi voilà, une forme oui, d'assurance, confortée d'ailleurs par le soutien turc, hein. Aliyev sait pouvoir compter sur la Turquie au-delà du rappel à l'ordre qui est quand même assez singulier du président Erdogan vis-à-vis de Moscou et de Bakou. Et alors, en fait, il y a un autre projet de corridor qui, dans le sens, lui, est-ouest, c'est le projet de corridor entre la Turquie et jusqu'à la Caspienne, et qui a été remis, j'allais dire, sur les devants de la scène lors de la rencontre historique entre Pachinian et Erdogan en Turquie, euh, à Kars, il y a quelques jours, où il a été question d'un petit tronçon dans toute l'étendue de Transcaucasie, qui est ce corridor de Zangezur entre en gros le territoire arménien encore enfin reconnu et le Nakhitchevan, donc l'exclave azerbaïdjanaise, qui est séparée de l'Azerbaïdjan par une espèce de bout de territoire arménien qui d'ailleurs est à la frontière avec l'Iran. Et là, il y a un projet donc de corridor dans l'autre sens, hein, pas nord-sud mais est-ouest si vous voulez, que Erdogan qualifie, si jamais il prend forme, de révolution logistique, c'est son terme. Et il y a eu évidemment des pourparlers entre Arméniens et Turcs à ce sujet-là. Bon, je ne vais pas rentrer en détail parce que il y a une question de royalties que les Arméniens voulaient percevoir sur les marchandises qui transitent, etc. Les Turcs, les Azerbaïdjanais souhaitent garder le contrôle quand même sur pas mal de choses. Bon, les Iraniens voient ça d'un très très mauvais œil, avaient fait d'ailleurs des démonstrations militaires proches de cette frontière l'an dernier pour montrer les muscles et voilà, expliquer qu'ils ont quand même un droit de regard sur ce qui va se passer là-bas. Donc, évidemment, il y a aussi cette compétition entre corridors qui se joue en Transcaucasie et on peut imaginer effectivement cette crise russo-azerbaïdjanaise, enfin que ce sujet n'est pas étranger à cette crise entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Bien, voilà des précisions importantes. Pour revenir une minute sur les BRICS, on a peut-être vu sourire tout à l'heure quand tu parlais de ce vieux passage obligé de la propagande soviétique sur un sixième des terres émergées. Pour les BRICS se les approprient du coup. Il manque plus que le Baïkal, le plus grand réservoir d'eau douce du monde, pour que la boucle soit bouclée. Je crois qu'on aura tout ça. On va finir. Alors, on va passer sur une question plus importante et on finira sur une question plus légère. Question plus importante, je vais la poser à Arnaud, parce que nos éditeurs nous en parlent. Que se passe-t-il, que s'est-il passé avec le ministre des Transports russe? Feu l'ex-ministre des Transports, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses. Alors, encore une fois, on ne connaît pas vraiment les détails. Simplement, ce matin, on a appris que Roman Starovoyt était démis de ses fonctions, remplacé par l'un de ses adjoints, M. Nikitine, qui, avant d'être son adjoint, était gouverneur de la région de Novgorod. A également, pendant de longues années, dirigé l'ACI, l'Agence des initiatives stratégiques.
Et puis, coup de théâtre en milieu d'après-midi, juste avant le briefing. Le quotidien Izvestia publie une information urgente selon laquelle le corps de Roman Starovoyt aurait été trouvé chez lui, dans sa voiture, avec une blessure par balles. Et les Izvestiens parlent d'un suicide. Il y a eu ensuite, encore une fois, sous réserve de nouvelles évolutions pendant notre briefing, hein. Je donne les informations que j'ai eues à 17h20, heure de Moscou. Certaines personnes ont affirmé que, en réalité, il était décédé, M. Starovoy, depuis près d'une journée, ce qui voudrait dire que, en fait, le décès aurait précédé l'annonce de sa démission. Bon, en tout cas, on va voir. La dernière fois qu'un ministre en exercice ou démissionnaire s'est suicidé à Moscou, c'était en août 91, Monsieur Boris Pogo, qui était ministre de l'Intérieur putschiste et qui, à la fin du putsch, plutôt que d'être arrêté, avait décidé de se suicider. Ça, donc c'est quand même pas très récent. Alors parmi les hypothèses, encore une fois, restons prudents, mais euh, il y a deux pistes en fait. La première, une proximité supposée et même réelle, à un moment en tout cas, entre M. Starovoyt et Prigogine. Bon, sauf que ça n'a pas empêché M. Starovoyt d'être nommé ministre. Donc pourquoi faire ressortir ça aujourd'hui? Ça paraît pas très crédible. Mais l'autre histoire, qui elle paraît beaucoup plus crédible, c'est une affaire, enfin une enquête liée à des détournements de fonds dans la région de Koursk. Région de Koursk qui, pendant des années, a reçu des fonds fédéraux pour construire, du ministère de la Défense en particulier, pour construire des ouvrages défensifs à la frontière, ouvrages défensifs qui, à l'évidence, étaient insuffisants, voire totalement absents en août dernier, lorsque l'armée ukrainienne a fait son offensive. Et donc, après cette incursion ukrainienne, le parquet général a lancé une enquête. Il y a eu déjà des arrestations du gouverneur qui avait été nommé en mai 2024 à la place de Storovoyt. Et donc, voilà, il se dit qu'il aurait fait des dépositions contre M. Starovoyt. Et encore une fois, je reste prudent, hein, je vous livre ce qu'on lit à chaud. Certains commentateurs généralement avisés de la scène moscovite disent que M. Starovoyt a peut-être préféré ne pas attendre l'arrivée des enquêteurs et prendre les devants de façon assez radicale et tragique. On en est là, on en reparlera évidemment jeudi. C'est une affaire dont on va parler à Moscou, très certainement. Merci, hein, ce sont des nouvelles, effectivement, c'est dramatique. On va finir sur un thème beaucoup plus léger, enfin au moins en apparence, avec un de nos auditeurs qui nous dit que le concours de chansons Intervision, donc qui est un peu le remplaçant de l'Eurovision d'une certaine façon, devrait avoir lieu dans 2 mois. Cependant, seulement 8 candidats sont annoncés à ce jour, et on nous les cite: Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Qatar, Cuba, Kyrgyzstan, Serbie et Venezuela. Pourquoi si peu de candidats? Est-ce que l'un de vous deux a une réponse à cette question existentielle? Parce qu'il reste encore 2 mois pour candidater à la candidature. Non, mais j'ai cru, alors, blague à part, j'ai cru voir passer il y a 3 semaines, un mois maximum, je crois que les États-Unis allaient peut-être envoyer quelqu'un à ce concours. Alors, à confirmer, mais j'avais vu passer cette information-là. Voilà, bon, peut-être qu'on aura un candidat nord-coréen, peut-être qu'il y aura un candidat, je sais pas moi, d'Afghanistan, puisque désormais, on a reconnu, la Russie a reconnu officiellement l'Émirat d'Afghanistan et qui a son drapeau sur son Je crois que ambassade. les chansons sont interdites, en Mais fait. je crois que les chansons sont interdites. Mais on peut La peut-être musique faire, est interdite. peut-être faire d'autres types de chants sans parole. Peut-être le Zimbabwe, on verra. Voilà. Euh, Si on envoie des mimes, la France a sa chance, mais bon. Bien, merci infiniment à tous les deux. Donc, c'était notre
Avant-dernier briefing, comme je vous disais en introduction, donc on aura notre dernier briefing avant l'été jeudi prochain, un briefing très complet puisqu'on aura cette fois-ci non seulement l'international mais aussi l'intérieur et la politique intérieure qui risque d'être assez chaude après les événements d'aujourd'hui. J'imagine que ça peut faire bouger quelques lignes quand même. Ah, ça, je pense qu'il y aura Ça plusieurs fera couler réactions. beaucoup d'encre. Bouger les lignes, je suis Ah oui, bon, un peu peut-être le sceptique. faire couler de langue, ce qui est déjà pas mal. Et voilà, donc on verra tout ça jeudi. On vous attend nombreux comme d'habitude. D'ici là, eh bien, passez de bonnes journées plus fraîches en France. Évidemment, plus chaudes en Russie maintenant. Je crois qu'on a un peu inversé le baromètre et le thermomètre entre nos deux pays. Voilà, donc retrouvons-nous jeudi. D'ici là, comme toujours, la CCI France se tient à vos côtés. Tenez bon.